Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 828, un très bon épisode qui correspond à la fin du chapitre 858 et aux 2/3 du chapitre 859 qui a été pré-publié dans le Weekly Shonen Jump au mois de mars l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on a bien un an entre cet épisode et le chapitre auquel il est en lien. Je sais pas pour vous, je commence toujours cette phrase, cette critique analyse comme ça, mais moi, encore une fois, j'ai eu énormément de plaisir à regarder cet épisode et là on va faire une comparaison avec le Dragon Ball Super 130. Alors boum, on se calme, on ne me crache pas dessus, je vais vous expliquer pourquoi justement où je veux en venir. Déjà j'ai fait la réaction live du chapitre de l'épisode 130 de Dragon Ball Super, vous avez vu que j'étais hyper hypé, ça a explosé de partout, il y avait une super animation et pourtant, j'ai préféré l'épisode de One Piece qu'on a eu là. Pourquoi? Tout simplement par rapport à l'ambiance qui s'en dégage. C'est-à-dire que c'est typiquement ce qu'on attend au niveau d'Oda. Que je dise Oda, c'est un putain de lapsus. C'est surtout ce qu'on attend au niveau de la Toei. Et comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que souvent je regarde l'épisode, après je lis le chapitre et après je regarde à nouveau l'épisode et l'épisode était d'une fidélité par rapport au manga, c'était absolument fou. Alors dans cet épisode, on va me dire que le comparer à l'épisode 130 de Dragon Ball Super, c'est complètement illogique, parce que l'épisode 130, on est dans une effervescence, on est dans une fin carrément de dark et peut-être même de série, vu qu'après ça va être surtout un film, mais avec la vache à lait, je pense que d'ici quelques années, on aura un retour de Dragon Ball par la Toei, mais sous peut-être une autre version. Et bien sûr, les moyens mis en place pour l'épisode 130 ne sont pas du tout les mêmes moyens qui ont été mis en place pour cet épisode One Piece. Cependant, c'est l'atmosphère qui s'en dégage, le plaisir de le regarder. Même s'il n'y avait pas des explosions partout, ce qui aurait été totalement illogique vu qu'on était plus dans une sorte de huis clos à l'intérieur du château de Capone, il y avait un côté humoristique par le personnage de César, mais qui m'a fait pisser de rire, et aussi cette nouvelle musique, je crois que c'est bien une nouvelle musique qui a été mise en place ici, qui donnait cette atmosphère un petit peu mafieux, c'est ça qui était génial. C'est-à-dire que quand j'ai regardé l'épisode DBS, j'étais heureux par le visuel, par tout ce que je me suis pris dans la gueule, et quand j'ai regardé l'épisode de One Piece, j'étais heureux par tous les souvenirs qui sont revenus dans ma mémoire et par toute cette chose où je dis oui, je retrouve à l'intérieur de cet épisode ce que Ichiro Oda a voulu nous montrer dans le manga. On va prendre un exemple flagrant. À un moment, il y a une case où on voit tous les Mugiwara et il y a plein de bulles, il y a plein de trucs à lire, que ce soit Chopper, que ce soit Sanji, même Nami ou encore Brook et bien sûr Luffy. Et ça, c'est un petit peu confus dans ce truc-là. Et là, en animation, chaque bulle est représentée par une animation, par une petite séquence. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'ils ont réussi vraiment à super bien séquencer l'épisode et surtout à faire une adaptation qui était tellement juste, et ce qui a été rajouté en plus ne vient pas être de trop. C'est parfait. Quand on voit le petit flashback au niveau de César, quand il est justement en train de boire et qu'il y a Capone qui arrive, ce côté vraiment là, le côté même où quand dans le manga on voit César qui prend le cœur et qu'on le voit un petit peu appuyé dessus et qu'on voit une petite bulle, on entend waouh, parce que c'est César qui je le fais très mal, c'est César qui est en train de hurler. Là on le voit se rouler par terre, il y a un jeu qui est mis en plus, il y a une impression de réalité dans cet épisode qui était vraiment fou. C'est souvent un truc que je dis, c'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, quand je lis un One Piece, j'ai l'impression de lire quelque chose qui se réalise réellement dans un autre monde, dans un monde parallèle, dans un monde, enfin un truc complètement, enfin c'est un petit peu le truc quand on lit même un Tintin ou quand on lit un Astérix ou quand on lit même un comics, on se dit bah tiens, on est peut-être en train de lire une histoire qui s'est réellement déroulée dans un autre univers. C'est un petit peu, c'est une sorte de projection d'auteur qui se passe, et je dois dire qu'avec le manga, vu que Oda apporte énormément de narration dedans, eh bien ça marche facilement, et je trouve que là dans l'anime, ça marche encore plus. C'est ça que je veux expliquer dans cette vidéo, c'est que je suis content
que la Toei ait donné autant vie à l'univers de One Piece. On a pu regretter énormément de choses qui se sont passées au niveau de Dressrosa, mais là, depuis cet arc Toadland, il y a tellement... J'ai franchement l'impression qu'on a à nouveau ces taches d'or de la Toei au niveau de One Piece qui est en train de revenir. Ne parler seulement que de l'intro, quand on voit tous les Mugiwara un par un, avec le petit montage, la petite séquence, soit de côté, soit de milieu, où il y a un petit travelling, mais c'est tellement bon. Il y a exactement la même chose pour le gang BG, et c'est vrai quoi, il y a les voix qui viennent se rajouter, il y a encore une fois la musique, et c'était jouissif. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai encore une fois, quand tu vois les conneries et la voix de César qui manquait, la voix de César manquait, même si on l'a revu par rapport à Freezer. Ceux qui auront justement reconnu, il y en a même qui m'ont dit que la voix de Piccolo c'était la voix de Ace, et aussi la voix de, tout le monde le sait que la voix de Krillin c'est la voix de Luffy. Mais c'est ça qui est génial, c'est que on a cette sensation de... cette sensation de plaisir à regarder. Voilà, cet épisode m'a fait plaisir, non pas parce que ça explosait dans tous les sens, mais parce que ça racontait quelque chose. Alors c'est pareil, hein. Laissez-le moi dans les commentaires pour vous qui ne faites que suivre l'anime, ou pour vous qui, comme moi, regardez le manga et après... Désolé, j'ai un petit truc qui va remonter là, qui arrête pas, il faut que j'arrête de boire le café juste avant de faire les vidéos. Pour ceux qui lisent comme moi le manga et après regardent l'anime, il y a des trucs qui sont géniaux. En plus, comme je l'explique souvent, il y a des petits clins d'œil qui sont montrés, comme par exemple le cadre. Dans le cadre, on voit la tête de Mother Caramel. Et ça, nous, quand on lit le manga, on a eu cette information que bien plus tard, au moins 10 chapitres plus tard. Et là, encore une fois, il y a des petites choses qui nous sont montrées pour ceux qui regardent l'anime, que ceux qui lisent le manga. Et on se dit, ah putain, il y a ça qui se passe et tout. C'était vraiment excellent. Alors par contre, il y a quand même quelque chose qui me chagrine au niveau de cet épisode, et c'est quelque chose qui m'a chagriné justement quand j'ai lu le manga, c'est-à-dire que ici on a César qui intervient pour justement créer ce poison pour pouvoir tuer tout simplement Big Mom. Et là, il y a Luffy qui accepte d'être l'élément perturbateur qui va permettre d'obtenir les 5 secondes. C'est-à-dire que sans que Luffy intervienne, peut-être qu'on n'aura pas ces 5 secondes. Et c'est-à-dire que là, Luffy et le reste de son équipage vont être les éléments majeurs de la mort d'un Yonkou. C'est-à-dire que depuis le début de One Piece, il y a eu la mort de personne, à part bien sûr Ace, Corazon, qui était dans un flashback. Enfin, on va dire que hors flashback, on a eu seulement que 2 morts, qui a été la mort de Ace et aussi la mort de Barbe Blanche. C'est déjà la mort d'un Yonkou, mais c'est plus un sacrifice pour... C'est une mort positive, voilà. Alors que là, ici, si Big Mom meurt, ça va apporter le chaos, et c'est vraiment un personnage ennemi qui va mourir. Autant Doflamingo, il méritait de mourir par rapport à tout ce qu'il avait fait, c'est exactement pareil sur Eneru, mais ils ne sont pas morts, ils ont réussi à s'échapper. Il y en a un qui est parti vers la lune, et l'autre, on ne sait pas encore ce qu'il est devenu, sauf pour ceux qui sont au courant de ce qu'on a comme information dans le SBS du tome 88, donc on va éviter de spoiler ici. Mais c'est ça qui est dangereux. Et en plus, ce n'est pas une mort n'importe comment. C'est-à-dire que c'est pas une mort par un combat. C'est la mort par un poison. Et le poison qui a été utilisé par César, enfin, qui a été créé par César, mais après qui a été utilisé par Jack au niveau de Zou, a quand même un petit peu marqué les esprits de Chopper. Donc là, que Chopper, ni même Luffy, ne s'insurge et ne trouve pas une autre façon de détruire le Yonkou, ça me semble un tout petit peu bizarre. Alors maintenant, on peut quand même réfléchir à quelque chose. C'est-à-dire que comme nous l'a expliqué Gastino, on va l'appeler comme ça, et d'ailleurs on voit qu'il y a une jouissance dans le personnage quand il explique qu'il a créé quelque chose qui peut tuer plein de monde, rien qu'en l'ayant au contact de la peau. Hein, faut savoir que dans le monde réel, les trucs comme ça, maintenant, c'est interdit. Même si c'est encore utilisé dans certains endroits. Mais on n'est pas là pour faire de la politique ou pour parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde. C'est quand même hyper important. Et c'est-à-dire que si on arrive au niveau de la Tea Party, si tout se passe comme prévu, ça va bien, il n'y a que Big Mom qui va se prendre les missiles. Mais si Big Mom pète les plombs et qu'il se passe un truc et que les missiles partent n'importe où et explosent, t'as du gaz qui va sortir et qui va pouvoir peut-être tuer tout le monde. Et c'est là où intervient un élément important, c'est le fait que Reiju puisse absorber le poison. Ça nous a été montré par Ichiro Oda
à un moment, donc c'est obligé qu'on va réavoir cette utilisation. Et c'est quand même un truc que je vois, vu qu'ils vont être présents au niveau de la Tea Party, vu qu'ils vont sûrement être au niveau de la table avec Big Mom, parce que je sais pas si vous avez déjà fait des mariages, mais souvent t'as la famille qui est quand même assez proche des mariés, c'est-à-dire que t'as la belle maman d'un côté, t'as le beau papa qui est de l'autre côté, enfin bref, t'as les trucs. Donc c'est-à-dire que s'ils visent Big Mom et si la famille des Vinsmoke est juste à côté, et comme on sait aussi que Senji est là pour sauver sa famille, eh bien je pense que Reiju va peut-être avoir un élément important ici. Et en un sens, ça nous montre aussi qu'il y a des fortes chances que ça foire. Donc voilà, donc c'est-à-dire que ici on a un sauf-conduit, donc si ça foire, il y a quand même quelqu'un qui sera là pour les sauver. Maintenant on va reprendre un autre élément, c'est-à-dire c'est la puissance de Big Mom. Autant la puissance de Barbe Blanche était montrée comme étant l'homme le plus puissant du monde, là on a l'air d'avoir la personne qui est quand même hyper puissante, on l'a vu au niveau du sauvetage de Brook, mais surtout qui a l'air invincible, à s'est pris des coups de canon dans la gueule, des balles, des coups et tout, et sur les passages, on la voit pas avec du haki. C'est-à-dire que si à la base, elle a déjà une peau qui est hyper dure comme l'acier, imaginez avec du haki. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à la contrôler, et là on voit qu'elle serait contrôlée, c'est juste par rapport au cadre, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué qu'il y avait un serveur qui avait bousculé le cadre, a été tombé dans une sorte de folie, elle a hurlé, elle a déclenché son haki des rois, donc ça c'est important. On voit que Big Mom possède le haki des rois, et en un sens c'est normal, vu qu'elle est une Yunko, ça peut donner d'autres informations aussi par rapport à Barbe Blanche. Barbe Blanche, oui, bah ça c'est sûr, on l'avait déjà vu, mais par rapport à Kaido. Et peut-être aussi Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, je pense qu'il veut quand même devenir... il est un Yonkou, donc je pense qu'il a peut-être cette capacité d'avoir le haki des rois. Ça sera intéressant, justement, pour la suite. Et donc, elle devient complètement folle. Elle hurle au point de faire tomber dans le coma certaines personnes. Et après, elle était tombée à genoux et elle s'était égratignée. C'est-à-dire que psychologiquement, c'est peut-être que sa condition de puissance, c'est peut-être quelque chose qu'elle a inconsciemment, mais qui se désactive quand elle pète les plombs. Donc voilà, c'est le petit truc, et ça montre quand même que Big Mom peut poser un sérieux problème pour la suite, c'est-à-dire que si on part dans un combat, si elle est puissante déjà à l'état pur au niveau de la défense, imaginez si elle maîtrise aussi le haki de l'armement. Ça peut être un truc de taré. Donc voilà, sinon bah, comme je l'ai dit, il y a toujours cette petite mise en place qui est assez sympa. Oui, le truc qui est vraiment important que j'ai complètement oublié de dire, c'est tout simplement l'intérêt, l'utilisation de Jinbei. Si Jinbei n'avait pas été là, cette alliance n'aurait pas eu lieu, et il est là quand même pour hyper conseiller, c'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as Capone, Gastino et aussi Luffy qui sont en train de se latter la bouche, et bien en plus c'est génial parce que le passage encore qui fait rire, ça tu le vois, c'est sur une seule case au niveau du manga, mais là quand tu vois Luffy qui veut foutre des coups de poing à BG, et BG lui il part avec le cœur de Gastino, franchement c'est à se pisser dessus. Il y a un truc qui est fait avec ce personnage qui est absolument excellent, et je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, c'est ça, c'est que Jinbei il est là pour dire oh, là pour l'instant vous êtes peut-être ennemis, mais il y a un ennemi qui va vous unir tous, c'est tout simplement Big Mom. Donc tant que Big Mom est toujours vivante, eh bien on s'allie, puis une fois que Big Mom sera tombée, bah après vous ferez absolument ce que vous voulez. Donc encore une fois, on a ce côté un petit peu psychologique du personnage qui est très intéressant, parce que d'habitude, ce côté psychologique, ce côté un petit peu calculateur, c'était Senji qui l'avait. Donc là on peut voir que Jinbei est en train de prendre une place qui était peut-être dévolue avant un petit peu à Senji. Donc voilà, quel va être le futur traitement au niveau de Senji? Ça aussi, ça pourrait être une très très bonne question. Enfin bref, tout ça pour dire que, encore une fois, j'ai pris énormément de plaisir à regarder cet épisode. La suite s'annonce absolument fantastique. J'espère que vous serez encore là pour le regarder, et j'espère que vous qui lisez le manga, eh bien que vous prenez quand même du plaisir à lire, à regarder ce chapitre, cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser tout ça dans les commentaires. Je pense qu'on a fait le tour globalement. Donc voilà, j'attends avec beaucoup d'impatience l'épisode prochain, et surtout, on n'oublie pas un truc super important, c'est tout simplement que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.